19h sur CNews, merci d'être avec nous pour Face à Philippe de Villiers. Cher Philippe, bonsoir. Bonsoir Elliot, bonsoir Geoffroy. Heureux de vous retrouver ce vendredi soir. Geoffroy Lejeune également, bonsoir. Bonsoir à tous les deux. Attention, il est en forme. Philippe de Villiers est très très en forme. On était inquiets vraiment avec Geoffroy. On s'est appelé plusieurs fois cet après-midi parce que je me disais, avec cette neige, avec ce verglas sur les routes, vous le Vendéen, 4 heures de route, ça pouvait être compliqué. Je me suis même demandé si vous alliez être présent ce soir. Donc Je sais qu'il y a des gens qui disent monter à Paris. Oui. Mais moi, en fait, je dis descendre à Paris. Et donc, j'ai appelé Jean-Claude Killy, mon ami, qui m'a dit « Je te fournis une luge. » Et j'ai glissé jusqu'au studio. Eh bien, écoutez, vous êtes... Et alors, je me suis interrogé sur le réchauffement climatique. Ah bah ça... Parce qu'il neige en novembre, et c'est pas dans les... Ça arrive un peu tôt. C'est pas du tout dans le schéma. Bon, on en parlera. On en reparlera peut-être. On prendra le temps de discuter de tout ça sur une autre émission. Mais c'est bon d'avoir le sourire parce que l'actualité est bien trop lourde actuellement. Et souvent, Philippe de Villiers, vous nous avez parlé, et nous avons parlé sur ce plateau du risque d'escalade dans le conflit russo-ukrainien. Mais cette fois-ci, vous souhaitez commencer par ce sujet comme une mise en garde, comme un message d'alerte. Avant de vous donner la parole, je voudrais qu'on écoute hier le discours, les propos de Vladimir Poutine. À partir de ce moment, comme nous l'avons souligné à plusieurs reprises, le conflit régional en Ukraine provoqué par l'Occident a pris les éléments d'un conflit à caractère mondial. Nous avons toujours été prêts et nous le sommes toujours à résoudre tous les problèmes par des moyens pacifiques. Mais nous sommes également prêts à faire face à toute évolution des événements. Si quelqu'un doute encore de nous, c'est inutile. Il y aura toujours une réponse. Geoffroy Lejeune. Alors Philippe, vous en avez souvent parlé, vous avez souvent dit d'ailleurs que le monde courait le risque d'une troisième guerre mondiale. Pourquoi est-ce que vous pensez cela ? Je regarde l'évolution des événements récents. On dirait que la machine s'emballe. Et je vais être très précis dans mes propos pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Mais en étant précis, il faut avoir conscience de la situation qui n'est pas sans rappeler une période dans notre histoire. Moi, j'étais tout petit, je m'en souviens. Les fusées de Cuba, les missiles de Cuba, où on a eu face à face Kennedy-Khrouchtchev, puis le téléphone rouge, et plusieurs jours du 17 octobre au 25 octobre, où nos professeurs nous disaient dans les classes, peut-être qu'on va à la guerre mondiale. C'est-à-dire qu'en fait, dans des situations d'extrême tension, tout se joue sur une susceptibilité, sur une vanité, sur l'hubris. Et quand on connaît bien l'histoire de France et l'histoire de l'Europe et l'histoire du monde, 1870, 1914, 1940, on a eu l'hubris, on a eu la vanité, on a eu la susceptibilité, le petit caillou dans la chaussure. Et on a eu la guerre. Et donc, quand j'écoute les politiciens français, je suis affolé par leur inculture historique, leur insouciance et leur légèreté. Alors, examinons la situation. La première chose qui nous frappe, c'est que le front, la ligne de front se déplace. Les troupes ukrainiennes perdent en moyenne 30 km par jour. La population ukrainienne est épuisée, notamment à la suite de l'attaque massive des missiles russes sur les installations, sur les infrastructures électriques. Et troisièmement, il y a une asymétrie homme-matériel entre Kiev et Moscou qui grandit. J'en veux pour preuve que lorsqu'il y a eu l'attaque des missiles russes, le système d'interception ukrainien n'a pu intercepter que 40 missiles sur 200. C'est quelque chose que les spécialistes prennent en considération. Donc la ligne de front se déplace.
Ensuite, deuxième élément, l'équilibre géostratégique se déplace aussi. L'élection de Donald Trump change la donne pour 2 raisons majeures. Et ça, c'est le 20 janvier prochain. La fourniture des armes à l'Ukraine va se tarir. On le sait puisqu'il l'a dit, et son entourage le dit. Ça ne peut pas être plus clair. Et deuxièmement, et ça va plus loin, en fait, l'OTAN va être désossée. L'OTAN va vivre ce que Macron avait appelé son état de mort cérébrale. Pourquoi ? Parce que Trump n'est pas du tout intéressé par l'OTAN. Trump regarde du côté du Pacifique. Et donc, l'Amérique ne sera plus une force de guerre, mais une force de paix. À partir du 20 janvier. C'est l'entre-deux qui est difficile, qui est délicat. Deuxième élément dans l'équilibre géostratégique qui se déplace, c'est l'Europe. En fait, l'Europe aujourd'hui est à bout de souffle, elle est groggy, elle est partagée, elle est dans la cacophonie. Il y a 2 partis, il y a le parti de la guerre, le parti de la paix. Et dans le parti de la paix, maintenant, il y a non seulement Orban, le président de l'Europe en exercice, le président hongrois, mais aussi il y a Scholz. Et c'est pas rien, puisque Scholz a pris l'initiative, sans en parler à la France, d'appeler Poutine. Donc de rétablir le contact, parce que l'Allemagne veut la paix. Elle est déjà dans le processus de paix. Alors que Macron est, comme d'habitude, comme un joueur de poker, comme un joueur du Touquet, dans la provocation. En parlant de démarches escalatoires, voilà, dans les néologismes qui n'ont rien à faire avec la nécessité de calmer le jeu. Troisième élément, et c'est le plus important, et c'est celui qui est le plus inquiétant, c'est que par le jeu des garanties, par le jeu des alliances, le conflit est en train de changer de nature. D'abord, il y a l'arrivée des troupes coréennes du Nord, donc qui change le conflit de nature puisque la guerre devient mondiale. On n'est plus seulement dans l'international. La Corée du Sud, c'est pas tout près. Et donc, c'est un élément clé. Ensuite, le deuxième élément, c'est Biden. Et là, j'arrive au cœur du sujet. La décision de Biden d'autoriser les frappes à longue portée sur le territoire russe a une conséquence que très peu de gens ont vue. C'est que Biden, c'est l'OTAN. Nous aussi, on est l'OTAN. Et donc là, c'est l'OTAN qui frappe la Russie sur son territoire. Et donc, pourquoi je parle de changement de nature ? Parce que nous sommes maintenant dans la co-belligérance. C'est-à-dire que c'est plus une guerre entre l'Ukraine, aidée par les uns et les autres, les Européens et les Américains, contre la Russie, c'est l'OTAN contre la Russie. Donc l'Amérique et l'Europe contre la Russie. Nous sommes co-belligérants. Et on n'a pas demandé aux Français leur avis. Nous sommes dans la guerre, ça y est. Et le troisième élément, qui d'ailleurs renforce le second, dans l'inquiétude, c'est que Vladimir Poutine a donc annoncé un changement de doctrine nucléaire. Alors, quand il a changé sa doctrine nucléaire, la plupart des observateurs occidentaux ont dit c'est du bluff. Sauf que il vient de se passer un fait incroyable que les Français, la presse française ne commente pas. Elle est la seule à ne pas le commenter. C'est l'envoi d'un missile, d'un nouveau type qui normalement porte une charge nucléaire, un ICBM. C'est
un missile à moyenne portée, mais qui est destiné à porter une charge nucléaire Mirv, c'est-à-dire avec plusieurs possibilités de frapper plusieurs cibles. Donc en fait, c'est l'avertissement de Poutine qui nous dit « je peux vous envoyer désormais des missiles avec des charges nucléaires ». Donc en fait, on est dans une situation où tout le monde joue à la roulette russe. Et on spécule, j'entendais le ministre Barrot, chez Sonia Mabrouk, qui disait mais non, etc. Et hier, le ministre Le Cornu disait non. Bon. Mais non, pourquoi? Attendez, on joue à la guerre à pile ou face, là? Et moi, en cette circonstance, je pense à des grands diplomates qui nous ont précédés. Il faut toujours les écouter et reprendre ce qu'ils ont dit. Le premier, c'est Kissinger, qui avait dit il faut toujours se mettre à la place de celui qui est en face de soi et ne jamais lui prêter les traits de sa psychologie, de notre psychologie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se demander ce que nous, on pense. C'est-à-dire que nous, on est des bluffeurs, les Occidentaux. On joue avec le verbe. Le mentir vrai. Mais les Russes ne sont pas comme ça. Et il y en a un qui l'a expérimenté, c'est Napoléon. Il disait à Murat et aux autres, mais non, ils ne vont pas brûler Moscou, ils ne vont pas fuir. Ben, ils ont brûlé Moscou. Rostopchine, Poutine, c'est une parenté. Moi, je connais bien les Russes. C'est un peuple qui est au premier degré. Et les Russes sont prêts à mourir. Et en fait, ils ont pour nous un mépris que sous certains aspects, on pourrait comprendre. Et ils méprisent ceux qui mentent, et qui mentent à leur peuple, par démagogie. Parce que dire aux Français aujourd'hui, il n'y a aucun problème, c'est du bluff, et tarte ta gueule à la récré, c'est un comportement d'enfantin. On n'est pas avec McFly et Carlitos sur les pelouses de l'Élysée, là. C'est sérieux, voilà. La deuxième phrase, elle est de Talleyrand, écoutez-la bien et méditez-la. Il disait « Je connais 1000 manières de faire sortir l'ours de sa tanière, mais aucune manière d'y rentrer. » Donc, piquer avec des épingles l'ours russe, c'est prendre des risques. Le risque du coup de griffe. Et puis enfin, le président de la Serbie qui a dit, le président Vučić, qui a dit il y a 10 éléments qui nous conduisent à la catastrophe mondiale. Il s'arrête et il ajoute aujourd'hui, il y en a 9 de réunis. Et un journaliste lui demande et quel est le 10e? Le 10e, c'est la bombe atomique. Voilà ce que vous pouviez nous dire sur les questions internationales et ce conflit en Ukraine. Et ce que dit M. Soutou, qui était un grand diplomate que j'avais connu avec Marie-France Garot et Philippe Séguin, Georges-Henri Soutou, il vient de faire un livre magnifique sur la rupture entre l'Ouest et l'Est, entre l'Occident et la Russie, très grave. Et il dit, nous sommes peut-être à la veille du 3e suicide de l'Europe. Juste avant de rentrer dans ce studio, et on change de sujet, Philippe de Villiers, vous m'avez glissé à l'oreille, le gouvernement va tomber. Alors quand vous m'avez dit ça, j'ai eu du mal à saisir tout de suite pourquoi vous étiez en train de me dire ça. Et puis je précise aux téléspectateurs, puisqu'on se dit tout dans cette émission, que vous étiez le premier à me dire à l'époque du gouvernement Attal, au moment de sa nomination à Matignon, que tout cela... le gouvernement Attal ne tiendrait pas 6 mois. Force est de constater que vous aviez raison. Je vous propose d'écouter Michel Barnier parce qu'il a répondu hier soir au risque de censurer son gouvernement. C'est assez motivant quelque part de se dire qu'on peut partir demain matin. Hein, et de se dire que c'est pas sûr. Et que ça peut durer 2 ans et demi. En tout cas, c'est l'horizon normal qui est devant moi et qu'en 2 ans et demi,
si on est sérieux, si on ne fait pas d'esbrouf, si on dit la vérité, si on est méthodique. Les gens qui me connaissent savent que je suis très sérieux, parfois un peu trop sérieux, pas très marrant en tout cas, mais assez méthodique. Ça dépend d'une éventuelle coalition des contraires, si je puis dire, à l'Assemblée nationale. Hein. Je ne sais pas si ça se produira, j'y suis prêt. Je sais que ce n'est pas ce que souhaitent les Français, qu'ils souhaitent aujourd'hui de la stabilité, de la sérénité. Geoffroy Lejeune. Alors pourquoi cette prédiction, Philippe, et pourquoi est-ce que le gouvernement de Michel Barnier tomberait-il cette fois-ci ? Alors, il faut faire un raisonnement politique que je vais faire devant vous, puisque j'ai été trahi dans une confidence que j'ai faite à l'entrée par Elliott Deval. Ça va être moi le fautif, Bon, bien évidemment. maintenant, je me réussirai tout ce que je dis. Oh non. Allez-y, Philippe. Le gouvernement, Monsieur Barnier vient de le souligner avec l'humour savoyard, qui est le sien, un humour méthodique. Le gouvernement n'a pas de majorité au sens arithmétique. On va du plus simple au plus compliqué, d'accord ? Pour l'instant, on suit. Pourquoi vous me regardez ? Non, c'est ça parce que Pourquoi vous me regardez ? vous approuvez en disant « Ok, c'est bon, on a compris. » Oui. Allez, accélérez. Alors, Ah non, accélère. mais jamais. Bon, ok, alors, Prenez donc tout votre il n'a pas temps. de majorité. On a une heure. Donc, pour faire adopter son budget, il n'y a pas de majorité. Et donc, la seule solution quand on n'a pas de majorité, ça, c'est convenu, il faut utiliser l'article 49.3, qui est un artifice qui permet de faire passer un projet sans qu'il y ait personne en face, sauf à ce qu'il y ait une motion de censure. Or, la motion de censure, elle est pas probable, elle est certaine. Elle va être déposée par la gauche. Ça, jusqu'ici, il n'y a rien de nouveau. Mais ce qui est nouveau, à mon avis, c'est que le Rassemblement national va déposer une motion de censure. Et que, entre toutes ces motions de censure, il y a une chance sérieuse que la motion de censure soit votée et que le gouvernement tombe. Alors, pourquoi ? Parce que le Rassemblement national n'est plus du tout dans la situation de septembre ou de l'automne. Pour 3 raisons. La première, c'est que ce budget mécontente les 2 France. La France des possédants, qui ressent avec douleur le silice de l'impôt courbé, et puis la France des dépossédés ressent une perte de pouvoir d'achat continue et une situation de la sécurité, de l'immigration qui se dégrade, avec un gouvernement qui met ses pas dans ceux de M. Macron. En d'autres termes, la France déclassée, qui est de plus en plus nombreuse, est à la rogne et à la grogne, comme aurait dit De Gaulle. Donc ça, c'est la première raison. C'est le budget en tant que tel. C'est quand même un budget de l'impôt. Les taxes, etc. La deuxième raison, c'est que le Rassemblement national n'a pas vocation à devenir la béquille institutionnelle du Premier ministre et du gouvernement. Parce que si le Rassemblement national laisse la gauche déposer une motion de censure, ça veut dire que petit à petit, c'est la gauche qui devient le cœur, le centre, le barycentre, comme on dit maintenant, de l'opposition nationale. Et à ce moment-là, le Rassemblement national deviendrait comme un parti sous la 4e République dont on disait « soutien sans participation ». Et le soutien sans participation
fera que les électeurs du Front National, fort mécontents, partiront ailleurs. Et puis il y a une troisième raison que personne ne dit. C'est le message de la justice. Pourquoi ? Quand on a été au gouvernement, on sait comment les choses se passent. Il y a la magistrature debout, la magistrature assise. La magistrature debout, elle obéit au pouvoir. Et d'année en année, on a pris des mesures pour couper le cordon. Mais il n'est pas coupé. Soyons concrets. Il y a eu des réquisitions d'un procureur qui, en fait, conclut à la peine de mort de Marine Le Pen, avec l'inéligibilité et surtout l'exécution provisoire, qui annule l'appel. C'est-à-dire qu'elle ne peut plus se présenter à l'élection présidentielle, si jamais le jugement confirme les réquisitions. Or, je peux vous dire avec beaucoup d'assurance, mais c'est vous êtes là pour enquêter, moi je suis là pour affirmer, pour alléguer, que ça ne s'est pas fait tout seul. Et que M. Migaud, lorsqu'il est venu sur le plateau de Sonia Mabrouk un matin avec un grand sourire en disant « Je ne peux pas commenter, je ne peux pas, je ne suis pas au courant, je ne sais rien. Moi je suis le garde des Sceaux, mais c'est les juges. » Moi ça m'a mis la puce à l'oreille et j'ai fait ma petite enquête et en fait, ils savaient tous ce que seraient les réquisitions. Macron savait. Barnier savait, Migaud savait, tous ils savaient. Et alors s'ils savaient, c'est qu'ils n'ont rien fait pour empêcher ça. Et donc, moi je serais à la place d'un chef de parti avec 11 millions d'électeurs derrière moi et 140 députés, le dos au mur pour être fusillé, je dirais, bon, très bien, puisqu'on m'inflige la peine de mort, vous voulez l'exécution provisoire ? Moi, je vous la fais, l'exécution provisoire. Et le dernier point, ma conclusion, c'est qu'en fait, en septembre, il y avait un gouvernement Barnier qui semblait prendre son autonomie. On se disait, Barnier, c'est pas Macron. Et d'ailleurs, il disait, lui, c'est lui, moi, c'est moi, comme dit l'autre. Vous vous souvenez, Fabius Mitterrand. Mais là, maintenant, c'est fini. Ils sont alignés sur tout. Ils sont alignés sur l'Ukraine, ils sont alignés sur l'Europe, ils sont alignés... Voilà. Et ils sont alignés sur toutes les questions. Ils sont alignés, regardez l'euthanasie qui va revenir, etc. Donc, quelle est la différence entre Macron et Barnier ? Si, il y en a une, c'est le ministre de l'Intérieur, qui sort son épingle du jeu parce que lui, il fait du terrain et il dit ce qu'il faudrait faire. Il dit ce qu'il faudrait faire. Ce qu'il n'a pas le temps de faire, mais il dit ce qu'il faudrait faire. Parce qu'il a une colonne vertébrale. Mais pour le reste, c'est de la glu. Voilà. Donc, à mon avis, vous pourrez me faire le reproche en fin d'année si je me suis trompé. Ah on va enquêter, oui. Et c'est le principe de se mouiller. Non, mais parce que ce que vous dites quand même, c'est les informations que vous dites avoir, nous ne les avons pas. Donc, effectivement, c'est votre parole. En d'autres termes, non, mais l'information, c'est que le parquet est indépendant quant à des prescriptions écrites. Mmh. Il ne peut pas donner d'instructions écrites. Mmh. Il ne peut pas non plus donner d'instructions orales. Mais les magistrats du parquet, dans leur promotion, dépendent du Conseil supérieur de la magistrature, qui lui est présidé par le président de la République. Eh bien, nous chercherons tout cela, Philippe de Villiers, et vous êtes évidemment maître de ces propos. La publicité, on revient dans un instant. Philippe, vous avez parlé de peine de mort. D'ailleurs, la semaine dernière, Marine Le Pen parlait de peine de mort politique lorsqu'elle était interrogée à propos de ce réquisitoire. La publicité, on a encore énormément de choses, vous le voyez. Vous connaissez bien Boualem Sansal, vous en avez parlé dans Mémoricide, d'ailleurs, dans votre dernier livre. Et on a envie de vous entendre, évidemment, parce que je vous sais très inquiet à propos de Boualem Sansal. La publicité, on revient dans un instant pour Face à Philippe de Villiers. 19h31 sur CNews, la suite de Face à Philippe de Villiers, toujours avec Philippe bien sûr et Geoffroy Lejeune.
Je l'avais dit juste avant la publicité, vous connaissez très bien Boualem-Sansal, vous en parlez d'ailleurs, Philippe de Villiers, dans Mémoricide. C'est une situation qui inquiète, puisque plusieurs proches de Boualem-Sansal sont sans nouvelles de l'auteur franco-algérien. Un silence depuis son départ en direction d'Alger samedi dernier. Il se pourrait qu'il ait été arrêté à son arrivée à l'aéroport d'Alger. Et vous qui le connaissez très bien, vous parlez de lui, je le disais dans Mémoricide. Philippe de Villiers, qui est, à vos yeux, Boualem-Sansal? C'est un grand écrivain français, francophone, et maintenant français. C'est un combattant hors pair. C'est un visionnaire. Une sorte de Solzhenitsyn de notre temps par rapport à l'islamisme. Alors, je suis prudent dans ce que je vais dire parce que Alger nous regarde, forcément, et qu'un ami est entre leurs mains. La dernière fois que j'ai eu Boualem, c'était au moment du Vendée Globe. Il m'a envoyé un petit message affectueux. Et quelques jours avant, il m'a envoyé un message pour dire qu'il avait le Covid. En fait, j'ai eu un vrai coup de foudre pour Boualem-Sansal. Je l'ai connu au cercle algérianiste, présidé par Madame Simon Niquez, une femme exceptionnelle. Et on est devenus des amis avec l'ambassadeur Xavier Driancourt et toute une équipe. Et l'équipe est dans l'inquiétude, et on passe notre temps à s'appeler mutuellement. On ne sait pas du tout ce qu'est la situation. Et personne ne nous informe. On ne sait pas ce qu'est devenu Boualem. Xavier Driancourt, l'ambassadeur, me disait tout à l'heure qu'il a dîné, il a été le dernier à le voir en France. Il a dîné samedi soir, et puis Boualem est parti. Alors, pour répondre à votre question, quand je dis c'est un grand écrivain, c'est quand même Grand Prix de l'Académie française, Grand Prix du roman de l'Académie française avec 2084. Et c'est un écrivain qui a donné, comme disait Tahar Belgeloun, l'hospitalité à la langue française. Et à chaque fois qu'on a des conversations, il dit il faut serrer les mots comme une tunique de Nessus. Pourquoi vous ne sentez pas, vous les Français, le prix des mots? Pour lui, les mots sont vivants. Parce que pour lui, la France, c'est d'abord une langue. Et c'est presque un exilé de la langue française qui combat l'arabisation de l'Algérie. Et alors, c'est un combattant. Il combat une dictature qu'il appelle bureaucratique, policière et bigote. Et c'est un visionnaire. Pourquoi? Parce qu'il nous dit, dans ses entretiens et dans ses livres, regardez ce que nous sommes devenus, regardez ce qu'a été la décennie noire, et vous verrez ce que vous allez devenir. En réalité, ce que je pense, c'est que aujourd'hui, c'est ce que pense l'ambassadeur Driancourt, qui connaît bien l'Algérie, et pour cause. Il est pris en otage de la relation franco-algérienne, qui est une relation très dégradée. Depuis le 30 juillet, la lettre du président de la République au roi du Maroc, le voyage au Maroc, et puis ensuite le prix Goncourt, qui semble-t-il a pesé, qui a mis le président Tebboune dans un état second. Et en plus, la repentance d'Emmanuel Macron au moment de la Toussaint Rouge, au lieu de commémorer Guy Monroe, comme l'aurait souhaité Boualem-Sansal, Guy Monroe qui est un instituteur français qui a été assassiné le jour de la Toussaint Rouge, c'est-à-dire le 1er novembre 1954, qu'est-ce qu'a fait Emmanuel Macron? Il a donné des gages une fois de plus
de la politique mémorielle. Il a affirmé la responsabilité de la France pour la mort de l'Arbi Ben Midi, et il a fait déposer mardi dernier une gerbe au Carré des Martyrs par l'ambassadeur de France pour un des fondateurs du FLN. Donc, en fait, moi, ce que je dis au président de la République, c'est pas la peine de faire des risettes à l'Algérie et à son président. Soyez ferme. Et maintenant, il vous reste une chose à faire, c'est récupérer notre grand écrivain, notre Solzhenitsyn de l'islamisme. Parce que Boualem Sansal, vous savez, il y a une phrase au Puy du Fou qu'on connaît bien. Le courage s'accomplissait en lui comme la marche ou la respiration. Je peux vous dire que c'est un homme courageux. Et alors, il est très curieux parce qu'il est dans le paradoxe. Il est doux, il parle à voix basse. Ce sont des perles qui tombent sur un plateau de cristal. Chaque mot est pesé, chaque mot est cristallin. Et donc, si jamais il nous écoute, on est là. Voilà. On ne vous abandonnera jamais. La France est votre patrie. Elle est dans votre cœur. Vous êtes dans notre cœur. Et j'espère que la semaine prochaine, on pourra vous apporter des nouvelles positives, Philippe de Villiers, et reparler de Boualem Sansal de manière positive. Vous avez parlé du prix Goncourt. J'invite les téléspectateurs à lire sa tribune dans le Figaro aujourd'hui, justement rendant hommage à Boualem Sansal. Dans l'actualité judiciaire à présent, ce procès retentissant d'Ibni Akram sur le banc des accusés pour avoir écrit sur X « Faut brûler ce chien ». En l'espèce, le chien est un chef d'établissement, proviseur au lycée Maurice Ravel, qui a vécu une altercation avec une élève à qui il demandait de retirer son voile. Alors, pour avoir appelé à brûler vif ce chien, M. Akram a été condamné à 600 € d'amende et à un stage de citoyenneté. Geoffroy Lejeune. La question est très simple, Philippe. Comment est-ce que vous interprétez cette décision de justice ? Un stage de citoyenneté, après avoir proféré la menace suivante, ce chien, il faut le brûler vif. Stage de citoyenneté, je ne savais même pas que ça existait. Qu'est-ce que c'est la citoyenneté aujourd'hui ? Une république affaissée, avachie, et qui fait des stages de citoyenneté, citoyen du monde, alors que les droits de l'homme ne veulent plus rien dire aujourd'hui, puisque c'est les droits des minorités. Alors je vais vous dire ce que je pense, et je vais le dire sans embâche. Eux, ils avancent, et nous, on recule. Alors, ils avancent. Comment ils avancent ? Avec le djihad civilisationnel. C'est pas moi qui ai inventé ce mot, c'est les frères musulmans. Le djihad civilisationnel, ça consiste à choisir l'école comme cible, c'est-à-dire comme espace témoin charia compatible, pour arriver plus tard au califat islamique pour toute la société. C'est le projet des frères musulmans, qui d'ailleurs sont en toute liberté en France. C'est un des rares pays où ils font ce qu'ils veulent. Et largement financé par l'Europe. Quelles sont leurs voies d'accès ? Le nombre, pour changer le rapport de force dans la classe, c'est-à-dire ce qu'ils appellent avec les wokistes les coloniaux contre les racisés, pour avoir plus de racisés que de coloniaux. Vous voyez ce que je veux dire ? Ensuite, la deuxième voie, c'est ce que Boualem Sansal appelle, à propos du 1er novembre 1954, la boule au ventre, quand la peur change de camp. Et la troisième voie, la troisième voie, c'est d'imposer l'assimilation à l'envers. Quand ce sont les coloniaux qui deviennent des dhimmis,
des soumis. Et nous reculons. La justice recule, on vient de le voir. Le professeur, quand il entre dans sa classe, est un demi-prof. Il fait attention, il finit pas ses phrases. On est dans l'autocensure et maintenant, avec le lycée Maurice Ravel, l'autocongédiement, l'autocensure, l'autocongédiement. Et en fait, l'enseignement en France est aujourd'hui sous la coupe de deux directives. Il y a l'enseignement halalisé, c'est-à-dire l'halalisation des esprits, et l'enseignement wokisé, c'est-à-dire la décolonisation des esprits. Pour résumer, aujourd'hui dans les classes, flotte dans l'air du temps l'islamisme d'atmosphère et le décolonialisme d'atmosphère. Avec tout ça, qu'est-ce qui reste de la France ? Qu'est-ce qui reste de l'amour de la France dans ce qu'on transmet ? Pas grand-chose. En tout cas, surtout pas son légendaire. Or, comme le disait la Tour du Pin, un pays qui perd ses légendes meurt de froid. Philippe de Villiers, il y a un an, quasiment jour pour jour, le 19 novembre 2023, Thomas, 15 ans, était tué à coups de couteau à Crépol, lors d'une fête de village. Il y a un an, des Français prenaient la parole pour exprimer leur colère. Ce fut le cas notamment d'André, habitant de Crépol, qui interpella Olivier Véran, à l'époque ministre, qui se rendait sur place 10 jours après les faits. Je vous propose de réécouter cette séquence qu'on avait commentée ensemble, que vous aviez décrite il y a quasiment un an, jour pour jour. Ah ! Vous avez quoi ? Honte à vous ! Honte ! Vous avez honte ! Vous avez pas honte ? Moi, j'ai des enfants, des petits-enfants. J'ai d'ailleurs ma fille qui habite là à Romans à côté. Ben, je veux pas qu'ils finissent comme ça. Mon gendre fait du rugby, c'est pareil. Je connais ce monde-là. Nous, on fait partie de ce territoire. Donc, on n'en peut plus. J'aurais voulu dire que tout ça, c'est écrit depuis longtemps. On sait ce qui va arriver. Et les prochains, ce ne sera pas avec des couteaux qui viendront. Ce sera à l'arme automatique. Hein, ce ne sera pas comme ça. Le verdict du procès, on le sait déjà. On le connaît déjà. Qu'est-ce que ça va faire ? Il aura quoi, l'assassin de Thomas ? Hein ? Vous le savez comme moi. Il aura 8 ans et puis le procès aura lieu dans 3 ans. Ce sera déjà apaisé. On aura oublié Thomas, comme d'habitude. Et puis c'est tout. Il aura 8 ans et puis il sortira au bout de 4 ans. Geoffroy Lejeune. Quand on vous a interrogé pour la première fois avec Elliot ici sur ce plateau à propos de la sortie de Mémoricide, vous nous avez dit que le drame de Crépol, l'assassinat de Thomas, était l'acte fondateur de l'écriture de ce livre. Pourquoi ? En fait, il y avait une étincelle qui était la cérémonie des Jeux, qui m'a mis en pétard. Et la cause, à ne pas confondre avec l'étincelle, c'est Crépol, qui a mis le feu à ma plume. Et je vais vous dire pourquoi. D'abord parce que, à travers André et le grand-père, qu'on a entendu par ailleurs, Crépol, c'est ma France. C'est une France qui ressemble à la mienne, la France de mon enfance. C'est 500 habitants. Je suis né dans une petite commune qui s'appelle Boulogne, 500 habitants, même paysage, même voisinage, la même exubérance, la campagne, où mon enfance s'est écoulée au fil des petits ruisseaux à Cresson qui chantaient entre les ors des mimosas. Crépol, Boulogne, même combat. J'étais capitaine de l'équipe de foot. Il y avait la fête du foot tous les ans. Et donc, je me suis identifié à Thomas. La fête du rugby. Il était capitaine. Et puis, la vie était un opéra, la vie était une liturgie, la vie était une fête. Nous vivions corsetés par les sagesses anciennes. Le grand-père de Crépol m'a rappelé
mon voisin qui un jour m'a pris au bord du champ et il m'a dit « Mon petit, je vais t'expliquer ce que c'est qu'être paysan ». Et je pense en ce moment, en disant ça, à tous les paysans qui sont sur les routes, dans le froid, avec les tracteurs, désespérés. Il m'a dit « Tiens, regarde, il prend une petite poignée de terre, il la laisse glisser, il l'embrasse, il dit « Toi, mon petit gars, cette terre, elle est moins rentable que celle du voisin. Elle est moins offrante. Mais c'est ma terre depuis 1000 ans. C'est ça Crépol. C'est ça Boulogne. C'est ça la France. Que Métropolia ignore en regardant avec mépris Périphéria. Et c'est pas simplement ma France. Cette France-là, elle est morte. Elle a été poignardée au couteau. Et il s'est passé 2 choses dans la même soirée, qui sont 2 tournants que CNews peut s'honorer d'avoir vus en premier. Le premier tournant, c'est que c'est la délinquance de conquête territoriale, c'est-à-dire une expédition punitive. Qu'est-ce que ça veut dire, la délinquance de conquête territoriale? Ça veut dire que les hordes se déplacent, que la tache de sang se répand, s'étend. Il y a eu les quartiers perdus, maintenant il y a les campagnes perdues. Et pour reprendre l'expression de Jérôme Fourquet, l'archipel, la France est devenue un archipel, les îles pacifiques sont maintenant envahies par les îles guerrières. Donc il n'y a plus de coin tranquille. C'est le premier point. Délinquance de conquête. Et le deuxième élément, c'est on va planter du blanc. 10 personnes l'ont entendu. La justice ne l'a pas entendu. On va planter du blanc, ça veut dire qu'une fois pour toutes, maintenant, on sait qu'il y a un racisme anti-blanc. Depuis Crépol. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis? J'ai été en contact cette semaine avec Damien Rieu, qui est un lanceur d'alerte tout à fait remarquable, toujours au fait et en avance. Et il m'a fait passer une chose extravagante. D'abord, il m'a dit, voilà, qui a été condamné depuis Crépol? Qui? Les gens condamnés, c'est les gens qui ont collé des affiches pour Thomas, condamnés, en disant non à la barbarie. Vous pouvez retrouver les affiches. Ensuite, ont été condamnés les gens qui ont divulgué les noms des suspects, condamnés par le tribunal correctionnel de Paris, des jeunes gens. Et enfin, ceux qui ont été condamnés, c'est ceux qui ont manifesté à Romans, au quartier de la Monnaie. Quelques jours après, on a appelé ça l'ultra-droite, et c'est là que le ministre de l'Intérieur a eu ce mot célèbre, « Méfions-nous, méfions-nous, mes chers compatriotes, le danger est imminent. » C'est pas Poutine, c'est Gros Lardon. Gros Lardon. La France de Gros Lardon est là. Bon. Et donc, en d'autres termes, rien n'a changé, et c'est pire que ça. Puisque le ministère de l'Éducation nationale, Elliot, je vous l'ai dit au téléphone, a décidé d'organiser une journée, et la journée c'est samedi, donc pour CNews demain, et pour Europe 1 aujourd'hui, 23 novembre, et la journée, c'est contre les discriminations et contre les stigmatisations des quartiers populaires. Et il y a quelqu'un qui a très bien repris cette expression, c'est cette semaine, sur CNews, c'est Marie-Hélène Toraval qui a dit « il n'y a pas de quartier populaire, il y a bien longtemps que le peuple français est parti, ce sont des quartiers ethniques ». Et donc voilà maintenant qu'à Crépol, à Romans, eh bien, l'islamo-wokisme reprend la conduite des opérations pour nous expliquer « attention, il n'y a pas de racisme anti-blanc, il n'y a pas de délinquance territoriale, circuler, il n'y a rien à voir ». Voilà pour
Votre explication un an après Crépol. Il nous reste quelques minutes encore, Philippe de Villiers, et nous allons revenir et basculer dans le temps. Le 22 novembre 1902 naissait le maréchal Leclerc. Et vous souhaitez nous parler de ce chef de guerre, un chef de guerre qui, selon vous, était hors norme. Parlez-nous du maréchal Leclerc. Je vais vous parler du maréchal Leclerc, mais d'une manière inattendue, qui va vous surprendre. Donc effectivement, on est le 22 novembre 1902, c'est la date anniversaire de la naissance de Philippe Leclerc de Hautecloque. Son nom lui vient d'un village de l'Artois qui abrite le berceau de sa famille, le village de Hautecloque. Littéralement, la Hautecloque veut dire la haute cloche. Et elle désigne un lieu dont l'église est surmontée par un clocher plus élevé que tous ceux des paroisses voisines. La famille, d'extraction chevaleresque, entend vibrer en elle cette devise qui est la sienne. On entend au loin sonner la haute cloque. On entend au loin sonner la haute cloche. La haute cloche appartient aux paysages intimes de la haute mémoire. Celle-là même qui sonne le glas de nos jeunesses. À l'horizon de nos insignifiances mondaines, elle authentifie ce qui reste de l'oreille enfantine, l'unité des vivants et des morts. Et elle dépose dans la nappe profonde de la conscience les sonorités natales. Et je vous parle là de mon enfance. Quand j'étais petit, j'étais réveillé chaque matin par 3 mélodies qui venaient jusqu'à mes persiennes. Le chant du coq, d'abord, puis l'enclume de la forge, puis la cloche de l'Angélus. C'était une symphonie française. Quand le maréchal Leclerc est entré dans Paris, ce fut la libération. Et à partir de cet instant, alors que les Parisiens crient victoire, lui va chercher en lui, au fond de lui-même, les sonorités natales, sa devise, son nom, et il donne l'ordre suivant. Qu'on fasse sonner au loin la haute cloque. Voilà le luxe d'un chevalier d'extraction chevaleresque. C'est son premier mot. Et alors, on fait sonner la haute cloque, la plus haute cloche de France, et qui est aussi la plus ancienne. Cette haute cloche que vous entendez, c'est le bourdon Emmanuel. Le bourdon Emmanuel, il a tout vu, tout entendu, tout annoncé. Cette tonalité grave, elle est là depuis des siècles et des siècles. Et là, en l'écoutant, je me dis, mais si cette mémoire de bronze pouvait parler. Parce que dans chaque balancement, dans chaque battement, il y a une grande circonstance. Tenez, Eliot, je crois. Écoutons le bourdon, imaginons. Regardez. Là, sous le porche, entre, en cet instant, la couronne d'épines portée sur un coussin écarlate par un roi pieds nus. Saint-Louis. Et puis un peu plus tard, un peu plus loin, entre dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, annoncée par le bourdon, Charles VII, suivi par Jeanne d'Arc avec son étendard,
le Tédéum sous les voûtes qui éclate. Et un autre Tédéum un peu plus tard, c'est le vœu de Louis XIII. Et puis, un peu plus tard, un requiem pour les funérailles solennelles de Turenne. Là encore, sous le porche, le bourdon annonce, plus tard, plus près de chez nous, nos arrière-grands-pères, nos grands-pères, la victoire de 1918, et plus près de nous, nos pères, nos grands-pères, le bourdon annonce l'arrivée du général de Gaulle et du général Leclerc, tous les deux côte à côte dans la cathédrale. C'est la victoire. 26 août 1944. En fait, ce bourdon, il a survécu à tout, et même à la Révolution française. Ils n'ont pas osé le fondre. Ils ont fondu toutes les cloches, mais pas le bourdon. Le bourdon, il rythme depuis toujours la vie de notre pays. Il rythme nos vies. Parce qu'il va chercher en nous les sonorités natales et nous les ramener. En fait, les battements de cloche sont des battements de cœur. Quand le glas sonne, la vie s'en va. Tout est triste. Quand sonnent les cloches du baptême, la vie est pérenne, à nouveau. Tout est sauf. Merci Philippe de Villiers. On se retrouve la semaine prochaine, évidemment. On pourrait garder le bourdon même la semaine prochaine et terminer l'émission à chaque fois avec le bourdon. Merci à vous. Merci Geoffroy Lejeune. Merci à vous deux. Dans un instant, c'est l'heure des pros 2. Vous savez qu'on est de plus en plus nombreux à nous regarder, les téléspectateurs qu'il faut remercier. Et j'avais un objectif, c'était de souhaiter un joyeux anniversaire à Gisèle, qui habite à Rambouillet et qui vient d'avoir 100 ans, Philippe de Villiers, et qui vous regarde tous les vendredis soirs. Donc on salue et remercie Gisèle. Alors, je peux... Ah bah oui, évidemment. Parce que j'ai raté il y a très peu de jours l'anniversaire de Alexandre, mon petit-fils. Oh Oui. Oui. Oh. Et quand je suis rentré chez moi, le samedi, il était là, et il m'a dit, tu devais me souhaiter mon anniversaire, tu l'as pas fait. Il a 4 ans. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Allez-y. Je l'ai pris dans mes bras, et à l'oreille, il m'a dit, grand papa, dis-moi, comment tu fais pour aller à la télé? Il montre l'écran chez moi, et je lui dis, pourquoi? Quel est le problème? Il dit, dis-moi le passage secret. Eh ben, on souhaite un joyeux anniversaire à Alexandre, qui est un magnifique prénom. Vous savez que je suis né Alexandre, et que 3 jours plus tard, mes parents ont changé, ils ont décidé de m'appeler Elliot. J'ai eu 2 prénoms. Oui, parce que Alexandre, c'était un empire pour vous. C'était CNews. Allez, à la semaine prochaine. Merci à tous les deux.